Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité pour parler des nouveautés dans les moyens diagnostiques du cancer du poumon. Le pronostic du cancer du poumon reste encore redoutable, et ce malgré les dernières avancées thérapeutiques ces dernières années. Et ceci est dû essentiellement à des difficultés diagnostiques, surtout pour les formes périphériques devenant de plus en plus fréquentes. Donc, améliorer le pronostic du cancer du poumon revient obligatoirement à améliorer ses moyens de diagnostic, surtout endoscopiques, mais aussi intégrer des biomarqueurs qui sont de plus en plus utilisés. Donc, je disais que classiquement, le diagnostic du cancer du poumon repose sur la bronchoscopie standard. Cependant, sa sensibilité est très modeste pour les tumeurs périphériques. C'est pour cette raison que la ponction sous scan reste le gold standard dans ces tumeurs-là, avec une sensibilité de plus de 80%, mais au prix d'un énorme risque de pneumothorax supérieur à 30%. D'ailleurs, les guidelines de l'ACCP rapportent une rentabilité de 34% de la bronchoscopie standard pour les lésions périphériques et de moins de 2 cm. Donc, afin d'améliorer cette rentabilité diagnostique, on peut alors utiliser des bronchoscopes fins ou des bronchoscopes extra fins. En fait, il n'y a pas de définition consensuelle, mais les auteurs parlent de bronchoscope fin si le diamètre externe du bronchoscope est entre 3 et 5 mm, et de bronchoscope extra fin si le diamètre externe du bronchoscope est inférieur strictement à 3 mm. L'utilisation de ces bronchoscopes permet une exploration plus profonde, donc elles permettent d'aller plus loin au niveau des branches et par conséquent donc accéder à plus de lésions périphériques et par conséquent une amélioration de la rentabilité diagnostique aux alentours de 64%. Mais le plus important dans cela, c'est le fait de rechercher l'existence d'un tuyau qui mène à la lésion. Est-ce qu'il y a une branche qui mène à la lésion suspecte ou est-ce qu'il y a une artère qui va à la lésion suspecte avec une rentabilité de 79 et de 80% lorsque la tumeur est centrée par une branche ou bien lorsqu'il y a une artère dans la branche et que cette rentabilité chute à 14% lorsqu'il n'y a ni branche ni artère dans la lésion. D'ailleurs, la rentabilité de ces bronchoscopes fins et extra fins pour les lésions tumorales est indépendante de la taille de la tumeur, donc une rentabilité de 74% dans cette étude. Cependant, les limites de ces bronchoscopes fins et extra fins, c'est leur fragilité, donc ils se cassent vite, mais aussi leur visibilité. Donc, pour améliorer la visibilité, on peut alors s'aider d'une mini-sonde échographique radiale ou écho-endoscopie bronchique radiale qui, grâce à une mini-sonde échographique introduite dans un cathéter au niveau du canal opérateur, permet donc de trouver la lésion et permet alors de donner une image typique. Donc, c'est la sonde d'échographie qui est en noir. Tout autour, c'est la lésion tumorale. Donc, c'est la lésion tout autour tumorale. C'est une image noire, donc hypoéchogène, avec donc des coins d'ombre. Lorsqu'on est en plein parenchyme sain, l'image est blanche, donc en tempête de neige. Et ici, la sonde d'échographie est adjacente à une lésion tumorale.
Donc, alors que le bronchoscope standard va s'arrêter ici, le bronchoscope fin va donc avancer pour cathétériser plus des bronches. Et voici la sonde d'échographie, cette mini-sonde radiale, qui va rechercher la lésion. Elle va donner des images blanchâtres sur le poumon sain, mais une fois arrivée au niveau de la lésion, elle va donner cette image typique. À ce moment-là, donc, on fait sortir la sonde et puis on passe les instruments de biopsie ou de brossage pour faire les prélèvements. Une fois qu'on a terminé ces prélèvements, on va alors retirer le bronchoscope. Donc, cette technique est douée d'une rentabilité diagnostique de 70% avec peu de pneumothorax pour les lésions périphériques, ce qui est donc très favorable. Les facteurs influençant la rentabilité de cette méthode, c'est tout d'abord l'existence de signes de la branche. Donc, si la branche est au centre de la lésion, la rentabilité est de 80%. Donc, s'il n'y a ni branche ni artère dans la lésion, la rentabilité chute à 28,6% des cas. La lésion, le diamètre de la lésion, plus la lésion est grosse, mieux c'est. Par contre, ni la localisation de la tumeur au niveau du poumon, ni l'expérience de l'opérateur donc n'intervient dans la rentabilité de cette méthode, ce qui veut dire que c'est une méthode qui est assez facile, même pour le débutant. Et malgré la petite taille de la pince et des brosses, donc il est possible de faire de prélever des fragments biopsiques adéquats pour une analyse moléculaire obtenue dans 80% dans cette étude. Donc, par rapport à une ponction sous scan, la rentabilité de l'échographie par mini-sonde radiaire est la même, cependant avec peu de pneumothorax. Et cette même équipe a fait une analyse économique, n'a pas trouvé de différence de prix entre l'utilisation de la mini-sonde radiale ou la ponction sous scan en absence de complications, mais dès lors que la ponction sous scan se complique d'une hémorragie ou d'un pneumothorax, à ce moment-là, la mini-sonde revient beaucoup moins chère. Comme toute technique, cette écho-endoscopie bronchique par mini-sonde présente une certaine limite, à savoir son coût. C'est une sonde fragile. Elle est limite pour la détection des nodules en verre dépoli, surtout pour les nodules purs, et en absence de signes de la branche. Alors, pour ne pas se perdre, si j'ose dire, avec ces bronchoscopes fins dans la périphérie du poumon, on peut utiliser des outils pour guider le bronchoscopiste. Et la bronchoscopie virtuelle est un outil pour guider la bronchoscopie sous contrôle de la vue en mémorisant les images de la bronchoscopie virtuelle des bronches. Donc, ça nécessite un logiciel de reconstruction, un scanner en coupe fine et coupe jonctive pour faire la reconstruction. Donc, comparativement à un pré-repérage par un scanner 2D, un pré-repérage par la bronchoscopie virtuelle donc, est beaucoup plus sensible, surtout pour les tumeurs périphériques. Donc, si on associe la mini-sonde à la bronchoscopie virtuelle, dans ce cas, on aura une meilleure visibilité des lésions périphériques, une diminution de la durée de l'examen, 24 minutes versus 26 minutes, un meilleur rendement diagnostique,
surtout pour les lésions de moins de 2 cm. L'électronavigation magnétique, donc c'est un outil extraordinaire, c'est un GPS de branche qui permet de naviguer à l'aveugle dans les branches. Ça nécessite aussi un logiciel de reconstruction tridimensionnelle qui va traiter les images du scanner du patient et la lésion suspecte correspond à la cible sur l'ordinateur qui va essayer de trouver le chemin le plus logique pour accéder à cette lésion. C'est un chemin à travers une bronchoscopie virtuelle. Ça nécessite une sonde GPS qui est munie d'un capteur qui va émettre des signaux qui seront captés par un champ magnétique tout autour du patient. La navigation électromagnétique possède, d'après la littérature, une rentabilité diagnostique de pratiquement 65%, ce qui n'est pas mal pour les lésions périphériques. Donc, si on associe la navigation électromagnétique à la mini-sonde, on constate qu'on aura une amélioration de la rentabilité diagnostique pour ces lésions périphériques, donc 88%, versus 59% pour la navigation électromagnétique seule et versus 69% pour la mini-sonde seule. Les limites de cette technique, c'est tout d'abord qu'elle se fait sous anesthésie générale ou sous sédation, que c'est une procédure relativement longue et qu'elle nécessite un bronchoscope de gros calibre avec une marge d'erreur secondaire au mouvement respiratoire de pratiquement 4,5 mm et qui est majorée essentiellement au niveau des bases. En plus, c'est une technique coûteuse. Les cryobiopsies est une autre méthode pour améliorer le diagnostic de ces lésions périphériques. Donc, on utilisera une cryosonde qui va faire des biopsies. La taille des biopsies rapportées dans la littérature par ces cryosondes sont toujours supérieures à la taille des biopsies standards, avec par conséquent un meilleur rendement diagnostique sans majorer le risque ni la gravité du saignement. Et dans cette étude randomisée prospective, par rapport aux biopsies standards, le rendement diagnostique était meilleur par les cryobiopsies, surtout pour les tumeurs sous-muqueuses. La détermination de l'atteinte médiastinale en cas de cancer du poumon non métastatique est un élément primordial avant toute décision thérapeutique. Si la tomographie par émission de position est plus fiable que le scanner thoracique avec injection de produits de contraste, ces deux examens manquent par contre de sensibilité et de spécificité et en plus ils ne permettent pas de faire des analyses tissulaires. Classiquement, la médiastinoscopie et ses variantes a constitué pendant longtemps le gold standard pour l'exploration du médiastin. Cependant, c'est un examen qui n'est pas anodin et actuellement, il est de plus en plus supplémenté par des moyens endoscopiques, l'écho-endoscopie linéaire œsophagienne et l'écho-endoscopie bronchique. L'écho-endoscopie linéaire œsophagienne permet, quant à elle, d'explorer les aires paratrachéales hautes et basses, les sous-carinaires, les paraœsophagiens, le ligament triangulaire. Elle permet aussi d'accéder à la surrénale gauche en cas de métastase surrénalienne, au lobe gauche du foie et aussi au ganglion sous-diaphragmatique. Quant à l'ébus, elle permet d'explorer ce qui est en orangé et en vert, c'est-à-dire les paratrachéales hautes et basses, donc tant à droite qu'à gauche,
les sous-carinaires, donc les aires ganglionnaires hilaires, interlobaires et lobaires. Donc, ces deux techniques permettent d'explorer des zones qui sont parfois différentes et ensemble, ils permettent d'explorer le médiastin, donc excepté les régions 5 et 6. Et c'est pour cette raison que la combinaison de ces deux examens en un seul, donc où la procédure CUS donc, a été alors introduite. Il s'agit d'une exploration en même temps par le même bronchofibroscope avec réalisation de biopsies transœsophagiennes et transbronchiques. En plus, cette procédure combinée est plus fiable et plus sensible que chacune des procédures prises à part. D'ailleurs, et depuis 2015, il est recommandé par la Société européenne de chirurgie thoracique, de gastroentérologie et de pneumologie de réaliser donc, le CUS en première intention pour l'exploration médiastinale. Si ce n'est pas possible, alors l'EBUS est un examen qui reste acceptable. Donc, faut-il combiner les examens ensemble? Donc, la réponse est bien évidemment un grand oui. Donc, c'était les examens endoscopiques donc, pour améliorer le rendement diagnostique des tumeurs essentiellement périphériques. Qu'en est-il de l'apport de la biologie? Donc, je vais parler de la biopsie liquide. Mais qu'est-ce que donc, une biopsie liquide? Donc, c'est une biopsie qui est réalisée sur un liquide corporel qui peut être soit du sang ou d'autres liquides comme l'urine, la salive, le liquide pleural ou d'autres liquides. La biopsie liquide a pour but d'analyser des biomarqueurs. Ça peut être l'analyse de l'ADN tumoral circulant ou des cellules tumorales circulantes qui sont les plus étudiées, mais on peut aussi étudier les plaquettes qui sont éduquées par la tumeur, les ARN circulants, les exosomes. Donc je vais parler surtout de l'ADN tumoral circulante et des cellules tumorales circulantes. La détermination de ces biomarqueurs a surtout un but de faire un diagnostic précis, de prédire la réponse du cancer au traitement et aussi de prédire ou de détecter une éventuelle résistance de façon précoce. Donc c'est un marqueur, ce sont aussi des marqueurs de pronostic. Donc par rapport à la biopsie solide, on privilège la biopsie liquide parce que c'est un acte non invasif, c'est une simple prise de sang. Il est facilement accessible, contrairement où dans certains cas on ne peut pas accéder à la tumeur du fait d'une contre-indication, par exemple un état général très altéré ou bien de troubles de la carasse sanguine, etc. Donc c'est un examen facilement accessible. La troisième raison pour privilégier ces biopsies liquides, c'est d'étudier l'hétérogénéité tumorale. En fait, par la biopsie tissulaire, cette étude est rendue très difficile. Ce n'est pas évident de faire des biopsies au niveau de la tumeur, mais aussi au niveau de chacun des sites métastatiques pour étudier cette hétérogénéité tumorale, alors que tout ceci peut être étudié. On a un simple prélèvement sanguin, c'est le all-in-one. Et dernière raison pour privilégier cette biopsie liquide, c'est qu'elle permet un suivi longitudinal qui est difficile en cas de biopsie tissulaire, mais rendu facile grâce à des analyses sanguines répétées au cours de l'évolution. En plus, c'est un examen rapide, en quelques heures, donc on peut avoir le résultat, et c'est aussi un examen sécurisant. Donc, au moment du diagnostic, l'utilisation de la biopsie liquide, et je parle donc de l'ADN tumoral circulant pour la recherche de mutations, pour le diagnostic des mutations de l'EGFR, a été approuvée par le FDA avec une spécificité de 100% et une sensibilité de 78%.
D'ailleurs, il existe une concordance de 88% entre ces biopsies liquides et les données et la recherche de l'EGF, de mutation de l'EGFR au niveau des biopsies tissulaires. Et ces deux courbes donc, reflètent donc ce résultat avec une meilleure survie et une meilleure survie sans progression chez les malades chez qui ce dosage a été fait au niveau sanguin et qui ont été traités par erlotinib. Donc, l'ADN tumoral circulant permet de prédire la réponse au traitement bioguidé. Il peut être aussi utile pour faire le suivi thérapeutique, pour rechercher une éventuelle maladie résiduelle par le suivi de l'ortho, donc que ce soit une maladie résiduelle après chirurgie ou même après radiothérapie. Donc on peut suivre le taux de ces ADN tumorales circulantes. À la rechute, encore une fois, le FDA approuve l'utilisation de la recherche de mutation de l'EGFR, donc T719, donc cette mutation de résistance au niveau de l'ADN tumoral circulant lors de la résistance acquise aux inhibiteurs tyrosine kinase, donc l'EGFR de première ou deuxième intention. Donc, elle permet la positivité de cette mutation, permet la prescription de l'izimertinib. Et ces mutations liées à la résistance tumorale peuvent être détectées au niveau de l'ADN tumoral sanguin circulant des semaines ou même des mois avant la progression radiologique, ce qui est très intéressant donc, pour les malades. Donc, l'ADN tumoral circulant peut être utilisé comme un biomarqueur non seulement du diagnostic, mais aussi du suivi de la maladie sous traitement et comme un biomarqueur prédictif de pronostic. Donc, un mot sur les cellules tumorales circulantes, qui est le deuxième biomarqueur. Donc, ce sont ces cellules-là qui sont responsables de l'apparition de métastases à distance. Il existe une corrélation de 92% avec les biopsies solides pour la recherche de mutation de l'EGFR au niveau des cellules circulantes tumorales et plusieurs études utilisent la cinétique de ces cellules tumorales comme un biomarqueur de la réponse au traitement. Le taux de ces cellules tumorales circulantes est corrélé positivement à la progression tumorale et la détection de mutations T790M dans ces cellules-là en cas de progression tumorale sous traitement par TKI-EGFR a été trouvée avec une bonne concordance avec les biopsies tissulaires. Donc, comme on a vu, ces avancées technologiques des moyens diagnostiques du cancer du poumon, que ce soit des moyens endoscopiques ou biologiques, visant une médecine personnalisée et prometteuse, ne pourraient qu'améliorer le pronostic du cancer du poumon. Alors, espérons que ces technologies garnissent nos plateaux techniques de nos services. Et je vous remercie.